Alors, comment je m'y suis pris sur le terrain, comment j'ai collecté beaucoup d'informations auprès de praticiens qu'il est souvent difficile de trouver. Les guérisseurs, évidemment, n'ont pas pignon sur rue. En principe, ils ne font pas de publicité. Et donc, comment est-ce que j'ai fait? Je dirais que je suis parti de deux adresses qu'on m'avait données. Bien avant de commencer sur le terrain, je suis parti de deux adresses qui m'ont permis de rencontrer des guérisseurs, qui eux-mêmes m'ont donné l'adresse d'autres guérisseurs, etc. Et de fil en aiguille, j'en ai rencontré en 5 ans une quarantaine. Alors mon intention n'était pas de rencontrer un maximum de guérisseurs, mon intention était de rencontrer des personnes avec qui je pouvais travailler, avec qui je pouvais mener des observations et qui m'acceptaient comme un observateur, et sans qu'il ne tente de me manipuler moi-même, je dirais. Et en tous les cas, j'ai tenté de rencontrer une vingtaine de praticiens avec lesquels je pouvais travailler sur le long terme. En fait, ce qui m'intéressait, moi, c'était de les voir à l'œuvre, de voir ce qu'ils faisaient concrètement, pour comprendre en fait la dynamique thérapeutique qu'ils mettent en œuvre dans le cadre d'une consultation. Alors, certains m'ont accepté facilement, d'autres ont refusé que je les observe à l'œuvre, pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc j'avais deux adresses de guérisseurs qui m'ont permis quelque part, qui m'ont ouvert la porte à ce domaine qui n'est pas facile d'étudier. Donc j'avais l'adresse d'un coupeur de feu. Alors c'est quoi un coupeur de feu? J'en parle souvent, je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi il s'agit. Mais il s'agit d'un homme ou d'une femme qui connaît les paroles, le secret pour anesthésier la douleur d'une brûlure. Alors les guérisseurs n'interviennent jamais sur, je dirais, l'aspect médical d'une maladie. Ici, en l'occurrence, le coupeur de feu, bien entendu, ce qu'il fait, donc d'ailleurs le terme par lequel on l'appelle est assez significatif, il coupe le feu, en fait il anesthésie la brûlure. Il anesthésie, la douleur de la brûlure. Il intervient sur un aspect particulier du mal. Donc ici, il ne s'agit pas d'une maladie. Les coupeurs de feu, comme les signeurs qui font partir les verrues ou qui soignent les entorses, etc., ne travaillent pas vraiment sur des maladies, mais sur des maux, en fait, des petits problèmes relativement bénins, mais qui perturbent, je dirais, le déroulement de l'activité économique quotidienne. Alors, ce n'est pas pour rien que ce sont des professions comme des boulangers, des restaurateurs, des pompiers qui reçoivent le secret, en fait, pour barrer les brûlures, parce qu'ils sont bien entendu professionnellement plus exposés au mal dont que leur secret dont qu'ils héritent est supposé soigner. Mais c'est un aspect sociologique sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Alors, mon problème, ça a été, en fait, de trouver ma place sur le terrain, je dirais. Parce que dans le domaine du guérissage, dans le domaine de la guérison traditionnelle, il n'y a pas de place pour un curieux. C'est la raison pour laquelle les journalistes, les folkloristes ont du mal à collecter des données directes sur ces praticiens. Il n'y a pas de place pour le curieux, il n'y a de place que pour des personnes qui peuvent, c'est-à-dire des personnes qui ont le don, qui ont un pouvoir de guérison, et pour les personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui sont affectés par un mal ou par une maladie. Et donc la position du chercheur, la position de l'ethnologue, c'est une position illégitime. La plupart des guérisseurs que je rencontrais ne comprenaient pas très bien ce que je voulais faire. J'avais beau leur dire que mon seul objectif était de réaliser un travail académique, scientifique sur la pratique des guérisseurs. La plupart d'entre eux me disaient oui, c'est ce que tu dis, mais tous, à peu près tous, me suspectaient d'avoir d'autres intentions. Essentiellement de collecter un savoir pour pouvoir. Un savoir pour pouvoir, c'est-à-dire des secrets de guérison, pour devenir, enfin en tous les cas, ils me suspectaient de chercher à devenir moi-même un guérisseur. Ou d'autres me disaient, mais pourquoi tu ne deviens pas guérisseur? Puisque tu t'intéresses à ce sujet, or il y a peu de personnes qui s'intéressent à ce sujet, si tu t'intéresses à ce que l'on fait, moi je veux bien t'enseigner ce que je fais. Et donc, plusieurs guérisseurs m'ont quelque part donné cette opportunité d'apprendre auprès d'eux ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que je devais abandonner la position, qui est la position classique de l'anthropologue ou du scientifique, la position de neutralité. Je ne pouvais plus rester neutre, distant, en continuant à dire aux guérisseurs que je voulais ne pas m'impliquer personnellement sur mon terrain d'étude. C'est une position qui est intenable pour un ethnologue et donc je dirais à la suite d'autres ethnologues, j'ai accepté d'occuper la place que m'attribuaient mes informateurs, c'est-à-dire que j'ai accepté de me faire former auprès des praticiens, des guérisseurs avec lesquels je travaillais.
tout en précisant que je n'avais pas l'intention de mettre un jour ces secrets en œuvre, mais que j'acceptais quelque part d'occuper la place du thérapeute, hein, du novice, du futur thérapeute. Ce qui m'a évidemment ouvert les portes au champ des pratiques des guérisseurs, ce qui m'a permis d'apprendre énormément de choses qu'il ne dirait pas, par exemple, à un journaliste ou à un curieux. Hein, évidemment, le guérisseur est toujours suspect d'archaïsme. Hein, il y a l'étiquette du vieux bouteux de village, hein, qui est accolée au guérisseur. Étiquette place évidemment que ceux-ci ne veulent jamais occuper. Hein, celui qui croit dans l'existence des pouvoirs magiques, c'est toujours l'autre, ce n'est jamais nous. Et donc, en occupant une place concrète dans le système du guérissage, j'ai pu avoir accès à des secrets, à observer des consultations, ce que très très peu de personnes ont eu l'occasion de faire, en l'occurrence dans le domaine, et surtout dans le domaine de la sorcellerie. Je reviendrai sur cet aspect-là tout à l'heure. Et donc, j'ai dû abandonner cette position de neutralité, mais c'était aussi une manière pour moi de comprendre que finalement l'anthropologie reposait sur des principes méthodologiques qui sont difficiles à appliquer. Ce qui m'a aussi permis de poser un regard sur la manière dont on est formé dans nos universités comme chercheurs, supposés être sur le terrain et collecter des données directes de visu par la fameuse observation participante. Alors donc j'ai travaillé, je dirais, avec une vingtaine de guérisseurs avec lesquels le courant passait bien. Alors, avec le temps, j'ai travaillé de manière plus approfondie avec certains guérisseurs. En fait, j'ai surtout travaillé à la fin de mon terrain, hein, je dirais, au cours de la 3e jusqu'à la 5e année de présence sur le terrain. Donc, j'ai fait un travail relativement long. En général, les anthropologues travaillent maximum 1 an sur le terrain. Mais comme moi, je travaillais sur des thérapeutes qu'il était difficile de contacter et qui n'exercent pas tous les jours, j'ai dû un peu prolonger mon terrain. Lors des dernières années de mon travail de terrain, j'ai travaillé plus précisément avec un géobiologue, c'est-à-dire un guérisseur de l'habitat. Presque tous les jours, en fait, j'allais travailler avec lui comme si j'allais travailler, comme si j'exerçais un autre travail quotidien, et avec 2 désenvoûteuses qui m'appelaient à l'occasion, c'est-à-dire lorsque les personnes qui les consultaient acceptaient ma présence ou lorsqu'elles avaient besoin de moi. C'était un petit peu selon les circonstances, je dirais. Alors, sur le terrain, j'ai essentiellement travaillé avec un magnétophone. Donc, tout mon matériel repose sur des enregistrements de séances et des enregistrements de conversations avec les guérisseurs, mais aussi avec leurs patients. J'essayais toujours de poser des questions aussi aux personnes qui recouraient à ces guérisseurs pour essayer de comprendre les motivations qui les ont amenés à rencontrer des guérisseurs et pour essayer aussi de comprendre finalement, mais par quel dispositif social on recourt à un guérisseur, c'est-à-dire des personnes qui sont toujours suspectées des charlatans, d'être un petit peu des arnaqueurs, etc. Qu'est-ce qui explique que des personnes, enfin pour quelles raisons, des personnes vont voir des guérisseurs aujourd'hui? Et donc, ce qui m'a permis de comprendre que finalement, les pratiques je vais parler de pratiques de guérison, parce qu'on parle de guérisseurs, mais en précisant que pour moi, les guérisseurs devraient plutôt être appelés des soignants, des soigneurs peut-être, parce qu'en fait, ils ne guérissent pas grand-chose, mais ils guérissent, ils prennent soin des personnes qui viennent les voir. Je me suis rendu compte que ces pratiques, pour un sociologue, peuvent être envisagées, en fait, finalement, comme des pratiques relationnelles. Comme des pratiques relationnelles, c'est-à-dire comme des éléments de systèmes relationnels relativement complexes, et dans lequel le recours à un guérisseur et la consultation occupaient un élément, constituaient un épisode, mais qui était souvent beaucoup plus complexe, parce que les personnes qui viennent voir un guérisseur, généralement, sauf pour le cas des conjureurs, où là il suffit d'une visite, mais généralement ne se limitaient pas à venir voir un guérisseur, souvent ils allaient en voir plusieurs, et ils allaient aussi consulter un, voire plusieurs médecins. Et donc je me suis aussi intéressé à ce que j'ai appelé les itinéraires thérapeutiques des personnes qui à un moment donné passent chez le guérisseur. Mais leurs itinéraires, puisqu'il s'agit souvent de personnes qui ont des problèmes qui durent, hein, qui s'adaptent, etc., leurs itinéraires en fait étaient souvent très complexes. Et donc j'avais l'occasion, lorsqu'ils acceptaient de répondre à quelques questions, d'en savoir un peu plus sur, je dirais, les motivations en amont de leur recours au guérisseur. Alors j'explique tout ça évidemment dans mon ouvrage, mais je vais essayer de synthétiser ici la manière dont j'ai compris finalement comment ça se passait dans ce domaine de la guérison magique. Alors, pour les aspects méthodologiques, je souligne encore que ma position, parce que c'est important pour comprendre comment j'ai travaillé sur le terrain, et je pense que vous l'avez compris, mon approche n'avait absolument rien de la méthodologie classique
je dirais, du journaliste, c'est-à-dire ce que j'appelle la méthodologie du soupçon. Lorsque je travaille sur le terrain, évidemment, je ne soupçonnais pas mes informateurs de me cacher quelque chose. Hein, je ne les soupçonnais pas non plus d'exercer de manière, je dirais, d'exercer cette pratique en n'étant pas convaincu qu'ils pouvaient guérir. Donc je ne les soupçonnais pas quelque part de tromper les gens qui faisaient appel à eux. Et donc j'ai pris, et donc ça je pense que c'est propre au travail de l'anthropologue, j'ai pris ce qu'ils me disaient, ou ce que les personnes me disaient, comme de l'argent comptant. Hein, puisqu'il est impossible de savoir si ce que les gens vous disent en fait est vrai ou pas. Néanmoins, leur discours porte sur une certaine vérité, en tous les cas, sur une certaine manière de voir les choses. Ce qui m'a toujours amené à être très prudent à l'égard de la fameuse question qui est une question piège, est-ce que ça marche ou pas? Je n'en sais rien, mais les personnes qui y recourent disent que ça marche, et les guérisseurs disent qu'ils sont souvent eux-mêmes étonnés de leurs effets. Et donc en sociologie, comme en anthropologie et comme en sciences sociales en général, les pratiques ont une certaine réalité parce que les gens font comme si c'était vrai. C'est le cas des croyances. Je montrerai que la question des croyances en fait est une fausse question aussi parce que dans ce domaine-là, parce qu'on dit souvent que ça marche parce qu'on y croit. Je montrerai qu'il n'y a absolument pas besoin de croire en quoi que ce soit pour que, entre guillemets, ça marche. Mais néanmoins, ces croyances ont une certaine réalité parce que les guérisseurs agissent comme si ce qu'ils faisaient marche, et les personnes également. On considère que ces pratiques et le discours ont une certaine réalité parce que les gens font comme si c'était vrai. Donc ma démarche est un peu particulière et donc très différente du journaliste ou du folkloriste, qui essaye toujours de savoir, oui mais vous me dites que ça marche, mais franchement, est-ce que ça marche vraiment? Et donc évidemment ma position n'était pas celle-là. Ma position était celle d'écouter et d'essayer de comprendre ce que les gens m'expliquaient.